Bonjour. Bienvenue dans la première partie des secrets de la Terre. Avant de commencer la lecture de mon grimoire sur les secrets de la Terre, je dois dire que je n'adhère à aucune des représentations que l'humain se fait sur la forme de la Terre. Qu'elle soit représentée sphérique, plane, concave ou autre, pour moi, peu importe sa forme, c'est ma zone de création se trouvant à l'endroit où je me trouve présentement, qu'on appelle la Terre. Donc, ma zone de création est informe, c'est-à-dire sans forme, faisant partie du temps linéaire chronologique, délimité par un temps horizontal événementiel formant l'horizon des événements. Donc, je ne porte aucune étiquette de nature sphérique ou planiste, car je ne fais que relater les secrets que contient ma zone de création au niveau de sa zone spatiale qu'on surnomme la Terre. Donc, je ne endosse aucunement les théories, que ce soit sphérique, planiste ou autre. C'est vraiment ma zone de création. Donc, je vais commencer avec la première partie des secrets de la Terre. La mécanique terrestre. Dans les écrits qui vont suivre, sous forme de parchemin, je vais parler de la Terre sous 4 niveaux différents de la réalité qu'on peut observer au sujet de la Terre. La science d'aujourd'hui tend de plus en plus à dire que notre univers serait une projection holographique. Ce qui implique que nous aussi, nous ferions partie de cette projection holographique d'immersion en temps réel. Si je parle d'une projection d'un format à 3 dimensions, mon écran de projection va être vertical. Mais si je parle d'une projection d'un format holographique, mon écran ou mon plateau de projection va être horizontal. Donc, les planistes ont une vue plus logique de cet univers holographique que les sphériques. Car les planistes se représentent la Terre comme étant plane, qui formerait un plateau holographique et qui servirait à la projection de notre univers. Ce qui est plus difficile à concevoir avec une Terre sphérique. Cela correspond assez bien au niveau du mental inférieur, que ce soit la Terre plane, ou du mental supérieur, la projection holographique. Mais allons encore un peu plus loin. Imaginons l'humain comme un avatar d'un jeu vidéo. On représente souvent cet avatar de jeu vidéo debout, avec une vue à 360 degrés sur un cercle translucide qui se déplace dans un décor propice à la nature du jeu. Cet avatar est articulé sur un cercle qui se déplace dans le jeu. Disons que l'humain est cet avatar en 3D d'une projection holographique dont sa parcelle de terre équivaudrait au cercle translucide du jeu. Cette parcelle de terre serait sa réalité et c'est cette parcelle de terre qui bougerait dans l'espace. Cela correspondrait assez bien au niveau du supramental. Mais si on pousse encore un peu plus loin notre réflexion, l'hologramme prendrait une tournure tout à fait différente. Imaginons que dans notre jeu, ce n'est pas le cercle translucide qui se déplace, mais c'est le décor qui se fait et se défait en fonction de l'articulation de l'avatar. Nous aurions l'impression que c'est notre avatar qui bouge, mais en réalité, c'est le décor qui bouge, donnant l'illusion du mouvement de notre personnage. Si on transpose l'illusion du mouvement à l'avatar humain, c'est le décor de notre réalité qui bouge et qui donne l'illusion que c'est nous qui bougeons. En d'autres mots,
Ce n'est pas nous qui bougeons dans l'espace, mais c'est l'espace qui se fait et se défait selon notre intention, qui donne l'illusion du déplacement. Cela correspondrait au niveau du mental suprême. Voilà, la table est mise pour ce qui va suivre. Donc, bonne écoute. Je vais débuter avec la forme, la nature et la structure de la Terre au niveau du mental inférieur. Donc, je vais parler de la Terre au niveau du mental inférieur, c'est-à-dire de l'intellect. Et cela veut dire aussi au niveau du jeu. Je ne parlerai pas très longtemps sur la Terre sphérique. Il suffit d'ouvrir des volumes concernant la Terre, vous y apprendrez ce qu'en dit la science moderne. Mais malheureusement, toutes ces informations sur la Terre sphérique nous proviennent d'une seule et unique source, la NASA. Bien oui, c'est seulement des chercheurs et des scientifiques qui nous prouvent aujourd'hui que ces informations ne sont pas très fiables, car la plupart du temps, elles sont fausses et de surcroît, leurs preuves sont truquées. Il faut se rappeler que la Terre sphérique, relevée d'une théorie avancée par Galilée et par la suite développée par Nicolas Copernic, il en résulta que cette théorie est devenue un fait scientifique sans pour autant avoir été prouvé physiquement. Par la suite, avec des photos générées au moyen d'ordinateurs par la NASA, cette théorie est devenue un dogme scientifique. Parce qu'il faut comprendre que la Terre sphérique est promue par la NASA et c'est seulement la NASA qui émet des photos de la Terre soi-disant réelles, mais qui sont naturellement faits au moyen d'ordinateurs. Et par la suite, les différents scientifiques dans le monde, eh bien, prennent ces informations-là et répandent cette information-là par l'instruction dans les écoles, parce qu'on avait toujours un petit globe terrestre dans un coin de l'école nous rappelant « Ah, la Terre, c'est comme ça ». Voici quand même quelques petites informations sur notre Terre sphérique que vous devez savoir. Selon la science actuelle, la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même est de 1600 km/h. Ça veut dire que la Terre tourne sur elle-même à la vitesse de 1600 km/h. La vitesse de déplacement de la Terre autour du Soleil dans notre système solaire est de 100 000 km/h. Ça veut dire que, d'après les scientifiques, surtout toutes ces données-là nous viennent de la NASA, que la Terre se déplace dans notre système solaire en entour du Soleil à la vitesse de 100 000 km/h. Mais les dernières observations de la science moderne, je parle ici de la science moderne, démontreraient que la Terre ne se déplacerait pas autour du Soleil, mais serait immobile. C'est l'espace-temps, en se déplaçant autour du Soleil, entraînerait la Terre dans son mouvement. Donc, ça, c'est pas une affirmation que moi je donne, c'est les scientifiques d'aujourd'hui, même en provenance de la NASA, diraient que la Terre est immobile, mais c'est l'espace-temps qui bouge, donc qui donne l'impression de la Terre de se déplacer dans le système solaire. La vitesse de déplacement de notre système solaire dans la galaxie est de 950 000 km/h. Donc, la Terre sur elle-même, la Terre en entour, tourne autour du Soleil et notre système solaire global, lui, se déplace dans notre galaxie à la vitesse de 950 000 km/h.
La vitesse de déplacement de notre galaxie. Bien oui, parce que la galaxie se déplace également au niveau du cosmos, entraînant tout ce qu'elle possède. Donc, la vitesse de déplacement de notre galaxie dans notre univers local serait approximativement de 630 km, et cette fois-ci, c'est secondes. 630 km/s, soit environ 2 268 000 km/h. Ça commence à faire du déplacement. Cela veut dire que nous, sur la planète Terre, si on additionne toutes ces vitesses, on se déplace dans l'espace à 3 319 600 km/h. Mais la magie dans tout ça, c'est qu'on ne sent aucun mouvement. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? On doit sûrement dormir très profondément, car on avoisine 3 fois la vitesse de la lumière, soit 922 km/s, en sachant que la vitesse de la lumière est de 300 km/s, d'après la science actuelle. Et on ne sent absolument rien. Juste l'effet que la Terre tourne sur elle-même à 1600 km/h, ça fait du déplacement. Voici une autre information sur notre planète sphérique qui nous permettra de faire vos propres expériences en fonction de vos propres observations, qui ont tendance à contredire les faits scientifiques émis par la NASA, à savoir que notre Terre est un globe. Les scientifiques de la NASA nous disent que la circonférence de la Terre est de 40 075 km. Donc, la circonférence, disons à l'équateur, est de 40 075 km. Rendez-vous sur le bord de la mer et regardez l'horizon. Si la courbe de la Terre est descendante, qui donne l'aspect d'une sphère, c'est une Terre sphérique. Mais si vous voyez un horizon circulaire et plat, eh bien, c'est que vous êtes sur une Terre plane et de nature circulaire. Donc, si vous voyez un horizon qui fait comme ça, elle est sphérique. Mais si vous voyez un horizon qui fait comme ça veut dire qu'elle est circulaire. Et plat. Je vais montrer, voici des photos que j'ai prises avec mon appareil photo que j'ai assemblé par la suite, car je n'avais pas d'objectif à grand angle. Donc, vous voyez un peu ce que peut représenter une Terre sphérique et une Terre plane. Donc, ça vous donne une bonne idée de la vue de l'horizon. Vous pouvez faire une foule d'observations pour déterminer par vous-même si la Terre est sphérique ou plane, comme regarder à 1 ou 2 kilomètres avec des jumelles ou un télescope une maison. Ici, vous pouvez apercevoir son stationnement malgré la courbure de la Terre. Ce n'est pas une Terre sphérique. Il ne faut pas se fier aux affirmations de nos supposés scientifiques qui nous mentent à peu près sur tout. C'est plus tard que la franc-maçonnerie, avec l'aide de Nicolas Copernic, parce que c'est un franc-maçon, introduisit la notion du globe. Les francs-maçons firent d'une Terre circulaire une Terre ayant l'apparence d'une sphère pour attester la théorie sur les corps célestes et implantèrent dans la mémoire collective la théorie de la Terre sphérique. La NASA, pour sa part, n'a fait que renforcer cette théorie par des photos générées par ordinateur qui, par la suite, en a fait un dogme scientifique. N'oubliez pas qu'une lentille de type œil de poisson fisheye sur un appareil photo courbe une ligne droite. Ce type de lentille est souvent prise pour démontrer faussement que la Terre est ronde lorsqu'on photographie l'horizon. Tout ceci est facile à vérifier avec votre propre observation de l'horizon. Fait-il un cercle plat
ou fait-il une courbe donnant l'apparence d'une sphère? À vous de vérifier. C'est facile. Donc, terre sphérique ou terre plane? Au niveau du mental inférieur se trouve également la théorie de la Terre plane, parce qu'ici, je suis toujours au niveau du jeu, donc du mental inférieur. Saviez-vous que le nom attribué à la Terre plane est Gaïa? Eh oui, c'est le nom attribué par les anciens à la Terre plane et ne s'applique pas en réalité à une Terre sphérique. Donc, ceux qui disent qu'ils demeurent sur Gaïa, mais ont la conception d'une Terre sphérique, ce terme-là était réellement attribué à une Terre plane anciennement. Présentement, il y a des discussions différentes sur la forme et la structure de la Terre. Prenez par exemple les lignes parallèles au nombre de 10 de chaque côté de l'équateur. Donc, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud sont séparés par l'équateur représentant le parallèle 0. Ce type de séparation se retrouve aussi bien sur une Terre sphérique que sur une Terre plane de nature circulaire. Plusieurs caractéristiques se retrouvent au niveau mathématique qui correspond aux deux théories. C'est notre perception qui fait en sorte qu'on adhère à l'une ou l'autre de ces théories. Pour les planistes, nous vivons sous un dôme qui serait peut-être de nature électromagnétique. La Terre serait encerclée par une chaîne de montagnes qui seraient les limites physiques de la Terre et serait identifiée comme étant l'Antarctique. Cette chaîne de montagnes aurait une zone glaciale opposée à une zone tropicale. À l'extérieur de cette chaîne de montagnes, la Terre s'étendrait presque à l'infini. Naturellement, l'accès extérieur du dôme nous est strictement défendu. La principale sortie du dôme n'est pas située au pôle Nord, même si l'accès au-delà du 60e parallèle à la hauteur du Groenland nous est refusé. La sortie du dôme est principalement située en Antarctique, au-delà du 60e parallèle, là où est stationnée la plupart des armées du monde terrestre. Il faudrait quand même se poser des questions. Pourquoi que dépasser le 60e, qu'on soit au niveau de l'Arctique ou de l'Antarctique, nous est strictement défendu? C'est justement là que les voyages Apollo ont eu lieu, c'est-à-dire l'autre côté du 60e parallèle de l'Antarctique, que les voyages Apollo ont eu lieu, faisant référence aux sorties du dôme et non pas à l'exploration lunaire, comme la NASA a bien voulu nous le faire croire. Que nous cache-t-il à l'extérieur du dôme que nous ne devrions pas savoir? La réalité de notre planète et des différents mondes qui l'habitent, il est vrai que ça soit sur une Terre plane ou sphérique, cette interdiction est toujours de mise. Les planistes disent également que c'est une carte de la Terre plane qui a été adaptée pour le globe terrestre. C'est pour cette raison que les dimensions des continents ne reflètent pas la réalité. Bien sûr, il y a plusieurs autres choses qui séparent les planistes et les sphériques. Il suffit de regarder sur Internet pour s'en rendre compte. Présentement, nous sommes dans une trame temporelle qui contient la Terre sphérique. Mais peu importe quelle Terre que vous croyez habiter, qu'elle soit sphérique, oblate, plane ou circulaire, chacune de ces terres se trouve dans sa trame temporelle respectives. Parce que présentement, la Terre sphérique, nous sommes dans une matrice artificielle qui est à l'intérieur d'une trame temporelle et cette matrice artificielle, donc cette trame temporelle, eh bien, la Terre est sphérique, naturellement.
Donc, je vais parler de la forme de la nature et de la structure de la Terre au niveau du mental supérieur. Donc, au niveau de l'ego. Au niveau du mental supérieur, notre monde où l'on vit est beaucoup plus complexe que ça. Nous sommes dans la partie où l'espace est le contenant et le temps le contenu. La représentation de la Terre sphérique nous montre les deux aspects de cette réalité, mais pas nécessairement physiquement comme on le percevrait avec nos yeux. La représentation de la Terre plane nous montre qu'un aspect de l'endroit où nous vivons et non l'autre aspect de notre monde qui constitue notre réalité. On peut dire que les sphériques et les planistes ont tous les deux tort et raison en même temps, selon la réalité qu'ils perçoivent de notre monde. Une réalité qui n'est pas seulement physique, mais qui est également métaphysique. C'est-à-dire physique pour l'espace et métaphysique pour le temps. Tout dans notre univers est circulaire, de notre galaxie jusqu'à l'endroit où nous vivons que nous appelons la Terre. Le plateau galactique qui fait partie du spatio-temporel, donc du temps fini, est également le contenu de l'infini, qui est le contenant hors temps et espace. En d'autres termes, le plateau galactique est dans un temps et un espace fini et son contour appartient à l'infini qui est hors temps et espace. Ce qui sépare le fini de l'infini est une ceinture d'énergie électromagnétique. Donc, vous ne pourrez jamais atteindre le rebord, c'est-à-dire le contour du plateau galactique, car faisant partie de l'infini. Il ne faut pas confondre la planète où vous êtes avec l'endroit où vous vivez que vous appelez la Terre. Nous vivons sous un dôme céleste situé sur un immense plateau. Sous le dôme, nous identifions la Terre comme notre planète qui se trouve dans une matrice artificielle. À l'extérieur de ce dôme se trouverait la matrice originelle avec ses différents mondes. Donc, notre Terre est ce qu'on appelait anciennement la Pangée. En quelque sorte, la Terre avec ses continents ne formant qu'une seule et unique Terre serait ni plus ni moins le paradis terrestre, créé comme zone de création sur un immense plateau galactique. Donc, ça serait notre zone de création au niveau spatial, mais avec une vue qu'on pourrait dire temporelle ou dimensionnelle. Ne pas oublier que dimension égale perception et que densité égale matière. La troisième densité fait partie du spatio-temporel et la quatrième densité fait partie du temps spatial. N'oublions pas, lorsqu'on parle de spatio-temporel ou de temps spatial, les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Prenez par exemple la source qui est identifiée comme le tout. La source est-elle le contenant du tout ou si c'est le tout qui est le contenant de la source? C'est comme l'exemple de l'éponge et de l'eau. L'eau est le contenant de l'éponge lorsque l'éponge est submergée dans l'eau. Donc, l'eau est le contenant et l'éponge le contenu, mais l'éponge devient le contenant lorsqu'elle est imbibée d'eau et est hors de l'eau. Donc, l'éponge est le contenant et l'eau devient le contenu. Donc, ça représente le temps spatial et le spatio-temporel. Comme je dis, le spatio-temporel, l'espace est le contenant et le temps le contenu. Et au niveau du temps spatial, le contenant, c'est le temps et le contenu est l'espace. C'est de cette manière
que le tout contient la source et que la source contient le tout. Et nous faisons partie de ce tout, quand nous contenons également la source. Je vous laisse sur cette réflexion. Bon questionnement. Le plateau galactique possède plusieurs centres d'énergie. Ça, n'oubliez pas, je parle toujours au niveau du mental supérieur. Chaque centre d'énergie crée une fluctuation au niveau temporel du plateau galactique, ce qui en résulte différents mondes à fréquences temporelles différentes. C'est comme par exemple sur Terre, il y a des volcans actifs avec des différents niveaux d'éruption plus ou moins forts. Ces centres d'énergie forment un vortex actif plus ou moins grand en fonction de la fluctuation dans la trame temporelle du plateau galactique, créant ainsi les différents mondes de densité temporelle. Mais il existe certains centres d'énergie plus puissants donnant une fluctuation, non pas au niveau temporel, mais au niveau dimensionnel du plateau galactique. On pourrait comparer ces centres d'énergie comme des supervolcans. Nous sommes sur un immense plateau galactique dont la superficie peut contenir une multitude de mondes différents. Une chaîne de montagnes créant un anneau circulaire à l'intérieur du plateau galactique délimiterait la frontière entre le plateau galactique et le plateau planétaire, dont ce dernier correspond à notre système solaire. Le dôme terrestre créant une matrice artificielle est à l'intérieur de cet anneau planétaire. Le plateau galactique comme le plateau planétaire font partie de la matrice originelle et le dôme terrestre de nature électromagnétique est le contenant de la matrice artificielle. Ne pas confondre le dôme électromagnétique de l'astral avec le dôme d'une zone de création de la terraformation de la Terre. Les maîtres du monde nous ont enfermés dans une matrice artificielle, nous donnant l'illusion d'être sur une sphère, située dans l'espace sans espoir de s'en sortir un jour, alors qu'il nous faut simplement traverser une barrière, le dôme électromagnétique représenté par nos dirigeants comme la ceinture de Van Allen, pour se retrouver dans un environnement stellaire, c'est-à-dire le système solaire, qui est à l'extérieur du dôme de création et adapté à notre condition physique. Nous sommes dans une matrice artificielle à structure électromagnétique formant un dôme que nous identifions comme étant la Terre. À l'extérieur de notre dôme, il y a plusieurs autres mondes faisant partie de la matrice originelle, donc des mondes libres sur la planète. Ces mondes sont délimités entre eux par différentes densités temporelles à fréquences temporelles très similaires les unes des autres. Notre matière atomique a la capacité de se véhiculer dans ces différents mondes. Dans notre monde, il y a un endroit où on peut avoir accès aux autres mondes de la planète. En Antarctique, il existe une passerelle énergétique à caractère tellurique qui nous permet physiquement, c'est-à-dire avec notre matière atomique, d'accéder à ces autres mondes. Le premier monde de densité temporelle différent de notre densité serait donc situé à proximité de cette passerelle. Son accès nous serait refusé pour y accéder, ainsi qu'aux autres mondes de la planète avec notre matière atomique. Pas étonnant que l'Antarctique soit si bien gardée par toutes les armées du monde, mais il n'y a pas seulement l'Antarctique, le pôle sud, qui nous est refusé de séjour. Il y a aussi l'Arctique,
c'est-à-dire le pôle Nord, et principalement dépasser le cercle polaire, situé entre le 60e parallèle et le 70e parallèle Nord. La porte d'entrée du pôle Nord est le Groenland, qui s'étend du 59e parallèle au 83e parallèle Nord. Le centre polaire, situé au 90e parallèle, est le centre énergétique de la Terre, mais il y a beaucoup plus. Lorsque nous pénétrons dans le centre polaire du 90e parallèle Nord, nous pénétrons dans un quantum temporel. C'est donc une porte stellaire qui possède le caractère d'une porte interdimensionnelle. C'est pour ça qu'au niveau du Groenland, l'accès nous est formellement interdit au-delà du cercle polaire arctique. Notre monde est petit, c'est-à-dire notre Terre, comparativement à la planète qui s'étend à nos yeux presque à l'infini. Vous avez, je vous montre une représentation de notre univers local avec ses différentes zones de création sur un plan galactique. Maintenant, je vais parler de la forme, de la nature et de la structure de la Terre au niveau supramental, c'est-à-dire au niveau du double éthérique. Donc, dans mes écrits précédents, j'ai parlé de la Terre au niveau du mental inférieur, donc de l'intellect, c'est-à-dire de la Terre sphérique et de la Terre plane. J'ai parlé de la Terre au niveau du mental supérieur, c'est-à-dire du plateau galactique, contenant la Terre comme notre zone de création. Maintenant, je vais parler de la Terre au niveau du supramental, c'est-à-dire de la Terre fractale. Pour rappel, le fractal est la reproduction exacte des composantes d'une structure matérielle dont l'intégralité se déploie vers l'infiniment petit ou vers l'infiniment grand. Nous pouvons dire que l'espace est l'aspect fractal de la Terre et que le temps est sa composante dimensionnelle reliant la Terre vers l'infiniment petit pour le temps ou vers l'infiniment grand pour l'espace. Ici, le quantique représentant l'invisible, donc l'infiniment petit, et le cosmos représentant le visible, donc l'infiniment grand. Nous, sur cette échelle fractale, au niveau de notre plan d'observation, nous serions au centre de ce fractal. En d'autres mots, nous serions à mi-chemin entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Naturellement, ce concept s'applique surtout à une Terre plane et non à une Terre sphérique perdue dans un espace incommensurable. Imaginons par exemple une Terre circulaire de structure plane contenant des continents et des océans. Cela correspond bien à la réalité de l'endroit où nous vivons, n'est-ce pas? Nous, comme humains, nous faisons partie de ce fractal. Ce que nous identifions comme le pôle sud serait la limite de l'espace nous rattachant à l'infiniment grand. Ce que nous identifions comme le pôle nord serait la limite du temps nous rattachant à l'infiniment petit. Mais que ce soit le pôle sud ou le pôle nord, nous sommes confrontés au fractal de l'horizon spatial pour le pôle sud et au fractal de l'événement temporel pour le pôle nord. Ce que je veux dire, que ce soit un pôle ou l'autre, nous sommes devant une Terre qui s'étend à l'infini. Qu'elle soit vers l'infiniment grand ou vers l'infiniment petit, notre perception est la même. Pour bien comprendre ce principe, l'espace qui constitue l'endroit où nous vivons représente la Terre dans une densité temporelle délimitée par notre zone de création. Cela correspond à l'univers fractal qui nous concerne. Mais au-delà de ce fractal, il y a d'autres terres ou univers semblables aux nôtres,
mais dans une densité temporelle différente de la nôtre. Ces différentes densités temporelles se répètent presque à l'infini, donnant par la même occasion une multitude de terres identiques à la nôtre. Que ce soit au niveau de l'espace dont notre point de repère est le pôle sud ou au niveau du temps dont notre point de repère est le pôle nord, nous pouvons observer une Terre qui s'étend à l'infini. Notre zone de création, c'est-à-dire notre Terre, serait au centre de ce fractal. Ce qui change est seulement la densité du temps, car la Terre garde la même configuration que nous connaissons au niveau de l'espace connu. Ici, je ne parle pas du temps linéaire à caractère chronologique, mais du temps horizontal à caractère événementiel, dont ce dernier possède une densité. Donc, plus vous vous dirigez vers l'infiniment petit, c'est-à-dire vers l'Arctique, plus la Terre perd de son amplitude et plus le temps prend de la densité. Au contraire, plus vous vous dirigez vers l'infiniment grand, c'est-à-dire l'Antarctique, plus la Terre prend de l'amplitude et plus le temps perd de la densité. Ça rejoint ce que le physicien français Jean-Pierre Petit disait sur l'espace et le temps. Plus il y a d'espace et moins il y a de temps, et plus il y a de temps, moins il y a d'espace. Mais ce phénomène d'espace et de temps est très peu perceptible près de la barrière de notre zone de création, car la différence de perception est presque nulle. C'est pour cette raison que notre regard sur ces terres fractales semble faire partie de l'endroit où nous vivons, que nous soyons au pôle sud, limite de notre terre fractale au niveau de l'espace, ou au pôle nord, limite de notre terre fractale au niveau du temps. Au pôle sud, c'est-à-dire l'Antarctique, nous sortons pour ainsi dire à l'extérieur de notre zone fractale, et au pôle nord, c'est-à-dire l'Arctique, nous entrons pour ainsi dire à l'intérieur de notre zone fractale. Ce qui n'est pas vraiment faux, car tous ces fractales font partie de notre réalité et devraient être accessibles à tous les êtres humains de la Terre. Mais pour une question de manipulation et de domination, ces deux endroits, pôle Nord et pôle Sud, nous sont refusés d'accès. Maintenant, vous savez pourquoi qu'on ne peut pas aller au-delà du 60e parallèle Sud et du 60e parallèle Nord, et pourquoi ces deux endroits sont si bien gardés par les armées de tous les pays. Donc, au niveau supramental, la Terre est fractale et l'endroit où nous vivons représenterait le centre de notre réalité. Serions-nous au centre de notre univers local, comme le préconisaient les anciens? C'est la question qu'il faut se poser en gardant l'esprit ouvert à tout ce qui pourrait déranger l'ordre établi. Parce que peu importe où que vous soyez, la perception que vous avez sur 360 degrés est toujours plane et circulaire. Vous vous déplacez dans cette zone de création, mais peu importe l'endroit et la vitesse que vous vous déplacez, eh bien, cette zone reste toujours identique à la perception de votre regard. Maintenant, je vais parler de la forme, la nature et la structure de la Terre au niveau du mental suprême. Donc, là, comme je viens de parler de la Terre au niveau supramental, c'est-à-dire de la Terre avec l'aspect fractal, maintenant, je vais parler de la Terre au niveau du mental suprême, c'est-à-dire au niveau de la conscience cosmique. Et si la Terre n'était faite que d'informations? La science d'aujourd'hui nous dit que la matière n'est formée que d'informations. Alors, se pourrait-il que la Terre étant de la matière,
ne serait faite que d'informations, elle aussi. Et de surcroît, là où il y a de l'information, il y a de la matière. Et là où il n'y a plus d'information, il n'y a plus de matière. La Terre serait-elle constituée que des mémoires de cette information? Lorsqu'un enfant voit le jour, il crée son espace vital, c'est-à-dire l'endroit où il va évoluer sur la Terre. Donc, il matérialise sa parcelle de terre où il va vivre. Mais lorsqu'une personne quitte la Terre, c'est-à-dire meurt, son espace vital se dissout. Donc, sa parcelle de terre se dématérialise lors de son départ. En d'autres mots, la Terre se fait et se défait en fonction des naissances et des mortalités. Plus il y a de personnes sur la Terre, plus que la Terre est grande. En contrepartie, moins il y a de personnes sur la Terre, plus la Terre est petite. C'est comme disait le physicien Jean-Pierre Petit encore, plus il y a d'espace, moins il y a de temps, et plus il y a de temps, moins il y a d'espace. Les personnes représenteraient le temps qui leur est alloué, et la Terre représenterait l'espace qui leur est alloué. La totalité des parcelles de la Terre de chaque personne représente la forme et l'étendue actuelle de la Terre qui nous est représentée par la science aujourd'hui. La représentation actuelle de la Terre, qu'elle soit sphérique, plane ou toute autre forme et structure, n'a aucun rapport au niveau de la conscience. Car au niveau cosmique, la projection de la Terre par la conscience est sans forme et sans structure. Cela veut dire que ce ne peut pas être défini par l'ego humain. Ce n'est qu'une représentation de l'ego sous forme de concepts et de théories que nous percevons la Terre aujourd'hui. Et ces concepts et ces théories nous sont représentés sphériques par la NASA. La matière n'est que de l'information et la Terre étant de la matière n'est constituée que d'informations. Ces informations reçues par l'ego et retransmises au mental inférieur, donc à l'intellect, sous forme de données, permettent au bloc neuronique, c'est-à-dire le cerveau, d'élaborer une structure représentant une forme qu'on identifie comme étant la Terre. À l'intérieur de la matrice où nous évoluons, qu'elle soit originelle au niveau de la source ou artificielle au niveau du plan divin, la conception de la Terre est en fonction de la représentation que chaque individu se fait d'elle. Qu'elle soit sphérique, ronde, plane, oblate, concave ou sur un immense plateau galactique, aucune de ces formes ne peut être vue dans son ensemble. Car l'ego humain fait partie de l'univers fini et que la conscience, tant qu'à elle, fait partie de l'infini de l'univers. Donc la Terre sur laquelle nous évoluons n'est constituée que d'informations. Mais comment pourrions-nous formuler cette information au niveau cosmique? Voici un exposé qui nous montre ce que serait la Terre qui se situerait au niveau cosmique, donc au niveau de la conscience. N'oublions pas que la conscience est hors temps et espace et ne produit pas de forme ni de structure, car faisant partie du mental suprême. C'est l'esprit qui matérialise une structure. L'ego donne une forme à cette structure et le je densifie cette forme pour que notre bloc neuronique, c'est-à-dire le cerveau, puisse la transposer dans notre réalité. Donc, c'est le Père-Esprit qui constitue l'enveloppe, c'est-à-dire la matrice d'un contenant à devenir. Je m'explique.
En premier, le Père-Esprit a servi d'enveloppe à l'Esprit, donc de matrice à l'Esprit, afin qu'il puisse se constituer un corps qu'on nomme le double éthérique. Au niveau du supramental, l'Esprit fait partie du monde éthérique, donc c'est pour cette raison que son contenant prit le nom de double éthérique. Lorsque le contenant de l'Esprit fut finalisé, le Père-Esprit servit par la suite d'enveloppe à l'ego. Le Père-Esprit servit donc de matrice à l'ego afin que ce dernier puisse créer un contenant. Ce contenant est de nature subatomique et est identifié comme étant la matière électroplasmique faisant partie du temps spatial au niveau du mental supérieur. Présentement, le Père-Esprit sert d'enveloppe à l'âme vibratoire, donc de matrice, afin qu'elle puisse à son tour créer un contenant qui pourra absorber sa lumière. Le contenant de l'âme devra être de nature cristalline diamantée, faisant partie du spatio-temporel au niveau du mental inférieur. Le but final de cette transmutation du Père-Esprit, donc de cette matrice, est de pouvoir rendre la matière atomique immortelle afin qu'elle devienne un cristal diamanté pour contenir la lumière de l'âme vibratoire. N'oublions pas que notre matière est faite d'un alliage de silice et de carbone, dont la principale composante du cristal est la silice et la principale composante du diamant est de carbone. Lorsque la matière atomique sera devenue une matière de cristal diamanté, l'esprit pourra se manifester dans la matière de la troisième densité, l'âme occupant la matière atomique, l'ego occupant la matière électroplasmique et l'esprit occupant la matière du double éthérique. Les trois, âme, ego et esprit, seront amalgamés dans une même et unique enveloppe, formant une matière de nature cosmique. Rendu à ce stade, c'est-à-dire l'être cosmique, la Terre, comme nous la connaissons, n'aura plus sa raison d'être, car le cycle d'expérience sera terminé pour l'être humain. Voilà, c'est la fin de la première partie des secrets de la Terre. Dans la deuxième partie, il sera question, entre autres, de la mécanique céleste, en fonction du point de vue du mental inférieur, du mental supérieur, du supramental et du mental suprême. J'aborderai également d'autres sujets en rapport avec notre zone de création que nous appelons la Terre. Donc, je vous dis à la prochaine pour l'écoute de la deuxième partie des secrets de la Terre.